une approche globale situerait l'ensemble des responsabilités, l'ensemble nommer les responsables, bien sûr en identifiant d'autres, mais également en situant les responsabilités. Moi, je comprends bien qu'on ait ce type de questionnement. Je voudrais avoir votre réaction sur comment vous voyez le rôle de l'État. Ihsan a proposé un pas, il situe, je ne sais pas si son hypothèse est féconde ou non, c'est de dire, non, voilà, il y a une délégation à cette institution qui est l'institution militaire, d'être un peu cette clé qui elle-même l'a déléguée à une institution qui s'appelle ou le DRS, et le reste tourne autour de ça. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est quid de la société politique. Parce que ce qui peut être inquiétant également, c'est la dévalorisation du politique. C'est-à-dire comment demain, sérieusement, on pourrait intervenir en tant que citoyen. Est-ce que c'est pas dangereux, et je joue l'avocat du diable, ça c'est pas même lui qui parle, hein, donc que de dire société civile, société... Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans un mauvais sens, que au lieu de dire il faut qu'on réhabilite l'action politique et la société politique, ça a un nom, ça s'appelle les partis politiques. Donc moi je voudrais avoir votre réaction sur ces trois piliers: l'État, particulièrement le rôle de l'institution militaire; deuxièmement la société politique, éventuellement la société civile. Tu veux commencer? Merci Al-Krim. Il ne s'agit absolument pas, dans ce qui est proposé, d'ignorer cette clé des redevabilités informelles, qui sont la première responsable de la trajectoire que nous suivrons. Et le warning donné le premier jour, c'est de l'économie, s'applique sur tous les sujets, c'est le même iceberg. Faire tourner le navire sur l'économie, sur le social, sur l'éducation, sur la santé, est aussi urgent dans tous ces domaines et requiert que ces redevabilités informelles soient affaiblies. Maintenant, l'hypothèse que la redevabilité informelle, c'est une clé entre les mains d'une personne, de 2 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes au sein du DRS, au sein de l'armée, au sein de la présidence, au sein de, je ne sais pas, suppose que la clé pour résoudre ça, ça va être le changement d'une 50aine de personnes. Ça va être le changement d'un chef d'État, comme ça a été le cas chez nos voisins ou en Égypte. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'il y a une autre thèse sur le maillage de ces redevabilités informelles qui fait que le directeur d'hôpital, il n'a rien à voir peut-être avec le DRS ou la présidence ou son copain je ne sais où. Peut-être que sa redevabilité et sa loyauté est envers quelqu'un d'autre de puissant dans l'administration. Et peut-être que le maillage est tellement complexe et tellement disparate, et le pouvoir est tellement disparate dans la société, que peut-être que cette clé-là, personne ne l'a. C'est une hypothèse. Et oui, il faut continuer à appeler, à dire on va dans l'iceberg, si cette clé-là ou si quelqu'un là qui l'actionne, sinon on va dans l'iceberg. Il faut continuer à militer et à faire cet appel. Maintenant, Ihsan, tu l'as dit à la fin, affaiblir ces redevabilités informelles requiert aussi aux citoyens, à la société et aux réformes de l'État de pousser. Tu donnais l'exemple de la licence G3, ça c'est un exemple très bon. À l'inverse, sur certains services aux citoyens, je reprends l'hôpital ou l'école, je ne vois pas en quoi la grande clé va résoudre l'incitation de l'enseignant. Ça risque de perdurer. Et on l'a vu dans d'autres pays, où tu citais l'Inde, qui est une démocratie vieille de 70 ans, ou plus. Les redevabilités informelles existent. Elles existent aux États-Unis. La différence, pour prendre l'exemple de l'Inde ou des États-Unis, c'est que les libertés publiques font qu'en face, ces redevabilités informelles trouvent un contre-pouvoir en face. Donc au lieu d'attendre que ces redevabilités informelles vont se résoudre, peut-être que si c'est une personne, ah oui, peut-être que ça va se résoudre un de ces jours. Si c'est plus compliqué, peut-être qu'elles vont mettre beaucoup plus de temps à se résoudre. C'est de parier sur ces contre-pouvoirs. Maintenant, qui va actionner ces contre-pouvoirs? Là, l'optimisme qu'on a, c'est que le pouvoir est tellement disparate et dans ce magma qui détient cette clé, il doit y avoir des bonnes volontés.
Et on en a vu, il y a des exemples de création de contre-pouvoirs en Algérie. La création du Code de la presse 89-90, ça a créé un minimum de contre-pouvoirs. Le radar de liberté ou le périscope sur l'Algérie, c'est minuscule. Ce sont des dénonciations de temps en temps. Il existe des contre-pouvoirs en Algérie. Maintenant, ils sont minuscules. Il y a des clés pour les renforcer par rapport aux capacités informatiques. En fait, quand on arrive à la conclusion qu'on est en face du Titanic, n'est-ce pas? Ça veut dire que le changement ne peut plus attendre. C'est ça la question. Or, je crois que pour clarifier les choses, il faut faire la différence entre faire partir les dirigeants actuels et réaliser le changement. Je crois que c'est ça la question. La question qui se pose, c'est pour ça que j'ai parlé en disant qu'il y a deux questions qui se posent. Pour quel changement nous allons aller et comment arriver à ce changement-là. C'est ça la question qui se pose. Si on reste seulement sur, effectivement, vous avez tout à fait raison, si on reste sur l'idée il faut changer, en comprenant qu'il faut faire partir ces gens-là, non. On a vu que dans les expériences tunisiennes, égyptiennes, les dirigeants sont partis, mais le système a essayé de continuer à fonctionner. Donc la question fondamentale, c'est comment réaliser le changement. Et pour réaliser le changement, il faut un certain nombre d'actions.